Le but est-il donc que toutes nos usines s'en aillent? Le but est-il qu'il n'y ait plus d'ouvriers dans notre pays? L'idée d'une France sans usines et sans ouvriers est une idée folle. C'était en 2009. Les mots du président Sarkozy reprennent une idée partagée par toutes les tendances politiques. Il faut sauver l'industrie française. Mais malgré les déclarations d'intention et les promesses de tous bords, inexorablement, la France perd son industrie. 2012 est même la pire année depuis la guerre. Colère. Et ce qui est quand même inadmissible que les élus de la République ne sachent même pas la qualité de votre travail, les camarades. C'est inadmissible. Dans un pays comme la France, on est en train de se battre pour l'emploi, pour l'industrie française, qui emploie vos enfants aussi. Sentiment d'injustice. Lui, il est tranquille, hein. C'est 333 millions, il va les garder. Hein. 41 ans d'ancienneté. J'ai fait ma vie là-dedans, donc finir comme ça, non, c'est pas possible. Ils vont le faire au Vietnam, ils ont fait une usine toute neuve là-bas. Voilà. Et nous, nos ouvriers, voilà, on n'a plus de boulot. Et désarroi. J'ai trop mal là pour l'instant. J'ai trop mal de voir tout ça. Là, le feu, ça me fait penser que tout ça va en fumée, comme nous, quoi. C'est abominable. C'est vrai qu'on ne sait pas quoi dire. Ça fait mal, c'est tout. Les plans sociaux se comptent par dizaines, avec des incidences plus ou moins graves. Peugeot, 11 000 licenciements prévus. Doux, 1000 emplois supprimés. ArcelorMittal, 629 emplois menacés. Technicolor, 350 salariés au chômage. Sanofi, 914 postes en moins. Electrolux, 419 postes en sursis. Le Jabi, Alcatel, Candia, Mireal, Sifrance. 210 usines vont même définitivement fermer leurs portes. J'ai une question, moi. Que vont faire nos gosses demain? J'espère qu'on va m'y répondre rapidement. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est qu'on réponde à ça. Que vont faire mes gosses demain? Ouais. Le mal est profond. En 15 ans, l'industrie française a perdu plus de 700 000 emplois. Un désastre matérialisé par ces friches industrielles qui gangrènent le territoire. Derrière les emplois perdus, c'est une spirale infernale. Chômage, pauvreté, délinquance, extrémisme politique, déserts médicaux. Voici un symbole de cette désindustrialisation. Il y a quelques semaines, le maire de Sevran, petite ville de la banlieue parisienne, s'installe devant l'Assemblée nationale pour entamer une grève de la faim. La fermeture des 2 usines de la ville, Kodak et Westinghouse, a entraîné une flambée du chômage et de la pauvreté dans la commune. La salle des fêtes, il faudra la fermer, plus de spectacles. La vie quotidienne, les trous dans la chaussée qu'on répare plus. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de boîte. Monsieur le maire il a raison, on le soutient. La disparition des usines de notre territoire est souvent vécue comme une fatalité. Car depuis des décennies, l'image de l'industrie s'est dégradée. Elle est associée au passé, aux métiers pénibles et à la pollution. L'industrie n'est pas tout à fait chez elle en France. L'industrie a toujours besoin de prouver qu'elle est utile, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc c'est un phénomène, vous voyez, de culture très longue. Et pourtant, l'industrie est indissociable de la science et du progrès. C'est en France qu'ont été inventés l'automobile, l'aviation, la photographie et le cinéma. Et pourtant, l'industrie génère des emplois. Les grands groupes font travailler des centaines de sous-traitants dans les services. Call center, informatique, maintenance, restauration. Un emploi créé dans l'industrie, c'est 2 à 3 emplois créés chez les sous-traitants. Et pourtant, l'industrie paye bien. Le salaire moyen y est d'environ 40 000 € par an, supérieur de 14% au salaire moyen en France. Et pourtant, l'industrie représente 80% du commerce mondial. En France, c'est l'aéronautique portée par Airbus, puis la pharmacie et l'industrie agroalimentaire qui nous permettent de vendre à nos voisins. Et pourtant, c'est bien l'industrie qui permettra de dépolluer, de produire de nouvelles énergies, d'améliorer notre qualité de vie.
L'industrie est une activité d'avenir. L'industrie est une activité qui porte les emplois d'aujourd'hui, mais qui surtout porte les emplois de demain. Un pays sans industrie, c'est un pays qui ne prépare plus l'avenir. C'est un pays qui ne passe plus de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, qui n'exploite plus les brevets de ses chercheurs, qui ne s'interroge plus sur les besoins du monde. Un pays sans industrie, c'est un pays qui perd de sa puissance internationale, qui doit tout acheter et qui n'a plus rien à vendre, tandis que s'industrialisent à toute allure, hier le Japon et la Corée, aujourd'hui la Chine et le Brésil. Un pays sans industrie, c'est un pays qui laisse la finance prendre les rênes de l'économie. C'est un pays où les choix ne se font plus en fonction d'investissements à long terme, mais en fonction des dividendes des actionnaires, en fonction de la rentabilité à court terme et en fonction de la cupidité. Une France sans industrie, ce serait un pays qui aurait transformé son territoire en un vaste camp de vacances au service des touristes étrangers. Un pays replié sur son passé et sa culture, où les habitants seraient en quelque sorte tous gardiens de musée. Est-ce bien de ce monde-là dont nous voulons pour le monde d'après ? Bonsoir, Louis Gallois, c'est avec vous que nous allons commencer cette émission. Julia Cagé, notre experte économique, et moi. Alors vous êtes l'ancien patron d'Airbus, de ADS, une des grandes figures du patronat français, marqué à gauche, vous êtes l'auteur de ce célèbre rapport que le gouvernement vous a commandé et qu'il a commencé à suivre, le rapport sur la compétitivité. Alors, première question, après ce tableau noir qu'on vient de voir, qui est très très noir, mais qui correspond à la réalité, est-ce qu'on peut encore être optimiste, Louis Gallois ? Je pense que le reportage qui vient d'être présenté est un reportage qui montre une part de la réalité. Les drames industriels que vous évoquez, que nous voyons tous les jours dans la presse, cette part de la réalité, il faut l'affronter. Et il faut essayer autant que possible de réduire ces drames et de maintenir en exploitation ce qui peut l'être. Mais je crois aussi qu'il y a un autre pan qu'il ne faut pas oublier. C'est celui de l'industrie qui est en train de naître dans notre pays. Nous sommes un des pays où il y a le plus de création d'entreprises. Nous sommes un pays où se développent des entreprises dans des secteurs extrêmement innovants. Et je crois qu'il faut aussi montrer ça, parce que c'est ça qui donnera de l'espoir sur l'avenir. Vous avez raison, la part de l'industrie en France est insuffisante. Elle ne cesse de baisser alors qu'elle progresse dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, le nord de l'Italie, pas toute l'Italie bien sûr, mais dans le nord de l'Italie. Est-ce que les autres sont plus intelligents que nous ? Vous avez raison. Ou on est juste plus bêtes ? Non. Je pense que nous ne mobilisons pas toutes les richesses de notre pays pour assurer la compétitivité de notre industrie. La France est un pays riche. Les Français épargnent 17% de leurs revenus. Nous avons un effort de recherche qui nous situe dans les 5 plus grandes nations scientifiques du monde. Tout cela, ce n'est pas assez orienté vers l'industrie, ce n'est pas assez mis au service de la compétitivité industrielle. Ça fait du bien d'entendre ça, Louis Gallois. Alors vous, le grand patron qui avait dirigé une multinationale considérable, Airbus, ADS, etc., vous pensez que c'est la mondialisation qui est la cause de tout cela, comme le pensent certains Français ? Je ne pense pas que la mondialisation explique tout. Je ne dis pas que la mondialisation n'est pas des effets qu'il faut essayer de maîtriser. Parce que quand une entreprise disparaît dans un de nos territoires, c'est tout un tissu qui disparaît autour. Mais je crois que la mondialisation est inéluctable et que donc on ne va pas revenir là-dessus. Ce qu'il faut, c'est maîtriser cette mondialisation. Ça ne sert à rien de fermer les frontières ? Je ne pense pas qu'on va fermer les frontières. J'ai proposé ce que j'appelle l'ouverture équitable. Ça veut dire l'ouverture, mais sans être naïf, en termes de propriété intellectuelle, pas se faire voler les brevets. En termes de marché public, ne pas ouvrir nos marchés publics si les marchés publics de notre concurrence sont fermés, en termes de normes de sécurité, normes sanitaires, respect des conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail pour le travail des enfants, etc. Pour tout cela, je pense qu'il faut plus de fermeté, il faut la réciprocité. Alors, maintenant, Julia Cagé, notre experte économique, va vous présenter un film d'animation que nous avons préparé sur la compétitivité qui, dites-vous, dans votre célèbre rapport, régresse et la tendance semble même s'accélérer. Julia. Toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est que la compétitivité. Est-ce que les biens français sont trop chers parce que les salaires français sont trop élevés? Est-ce que les biens français ne sont pas assez innovants? On va regarder ça en images tout de suite.
La compétitivité d'une entreprise, c'est sa capacité à lutter contre la concurrence. Le facteur principal, c'est le prix. Il faut que l'entreprise fabrique des produits moins chers que les autres. Pour augmenter sa compétitivité, elle peut donc jouer sur plusieurs paramètres. Elle peut baisser le coût du travail, c'est-à-dire réduire le salaire des travailleurs ou du patron. Elle peut améliorer sa productivité, c'est-à-dire améliorer l'efficacité de ses travailleurs, les rendre plus compétents, mieux organisés. Ou encore améliorer ses moyens de production, par exemple utiliser des machines plus rapides. Elle peut enfin baisser le coût du capital, c'est-à-dire réduire les bénéfices prévus pour les actionnaires. Il existe encore beaucoup d'autres paramètres sur lesquels l'entreprise ne peut pas beaucoup jouer. Le coût fiscal, c'est-à-dire les impôts et les charges à payer. Le coût de l'énergie pour faire tourner les machines. Le coût du transport pour acheminer les matières premières ou exporter les produits fabriqués. En cas de vente à l'étranger, il peut aussi y avoir des droits de douane et le coût du taux de change. Au bout du compte, moins un produit est cher, plus il devrait être compétitif. Mais on peut aussi améliorer sa compétitivité sans baisser les prix. Dans ce cas, il faut faire un produit différent des autres. Il faut alors qu'il soit de meilleure qualité, ou plus performant que ses concurrents, ou qu'il soit original, ou qu'il réponde à un nouveau besoin. C'est ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Des produits pas chers ou des produits différents, ce sont les deux pistes principales qui permettent à une entreprise d'améliorer sa compétitivité. Alors, Monsieur Gallois, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de la compétitivité? J'ai trouvé votre présentation extrêmement didactique, je suis d'accord. Je pense néanmoins que lorsqu'on réfléchit au niveau d'un pays, on peut agir sur certains facteurs, par exemple le coût de l'énergie. On peut agir sur le coût de l'énergie en s'approvisionnant là où c'est le moins cher. On peut aussi agir sur le coût de la fiscalité ou le coût des charges sociales. Ce sont des coûts sur lesquels on peut agir et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras non plus là-dessus. Alors il y a un pays qui a bien agi, hein, c'est l'Allemagne, et là-dessus, Julia a des chiffres. Bah oui, en fait, si on regarde les chiffres de la richesse produite chaque année par un pays, l'ensemble de la richesse qui est produite par un pays, c'est ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, qui peut venir de différents secteurs, notamment l'agriculture, les services et l'industrie. Et si on regarde l'Allemagne, le bon élève de l'Europe, on voit sur cette courbe rouge qu'en 1980, 40% de la richesse produite chaque année en Allemagne venait de l'industrie. Ça a diminué légèrement pendant les 30 dernières années, mais on est encore aujourd'hui à près de 30%. C'est au-dessus de la moyenne de la zone euro, alors très légèrement au-dessus, parce que la zone euro, comme l'ensemble de l'Allemagne, a connu un déclin, une désindustrialisation durant les 30 dernières années. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est bien au-dessus de la France. Si on regarde le chiffre français en vert, on voit qu'aujourd'hui, seulement 20% de la richesse créée en France provient de l'industrie. La seule nuance qu'on peut apporter à ce constat décevant pour la France, c'est qu'elle ne s'est pas désindustrialisée plus vite que le reste de la zone euro, puisque les trois courbes descendent à peu près au même rythme. Un commentaire, Monsieur Compétitivité? On peut trouver d'autres chiffres, mais ils disent tous la même chose et je partage totalement l'analyse qui a été faite. Il y a une décroissance de l'industrie qui est naturelle parce qu'il y a une partie du chiffre d'affaires industriel qui est désormais considéré comme des services lorsqu'on les sort de l'industrie. Et puis il y a aussi la montée des pays émergents qui ont pris leur part. Et maintenant, il y a des productions industrielles massives dans les pays émergents. Et il est clair que l'Europe, qui était le vieux continent industriel, a vu sa part baisser. Ce qui est préoccupant, c'est que la France soit derrière. Ça, c'est clair. Alors, il y a quelque chose de très préoccupant pour nous tous et qui nous rend tristes, c'est l'état de l'industrie automobile française, qui est sinistrée. Alors, c'était l'un des plus beaux fleurons de l'économie française il y a encore pas si longtemps. Et Fabrice D'Almeida, notre historien maison qui vient de nous rejoindre, va nous raconter cette belle histoire d'amour entre la France et la voiture avant que nous revenions ensuite à ses difficultés. Alors c'est plus qu'une histoire d'amour, Franz, c'est carrément une histoire de passion. Une passion singulière, une passion pour ce qu'on peut appeler le génie français. Parce qu'à un moment, il faut le dire, la France a été pionnière et elle a été parmi les premières nations
de l'automobile. On dit même qu'elle l'a inventée, enfin les Allemands aussi. Alors oui, il y a plusieurs pays qui se concurrencent, mais en tout cas nous, il y en a une qu'on peut mettre en avant. C'est une voiture de 1886, c'est une 2 Dion Bouton. On l'oublie souvent, les premières voitures ont été des voitures à vapeur. Et cette 2 Dion Bouton, justement, elle est à vapeur et ça va très vite la vapeur. Elle allait jusqu'à 60 km/h. Il faut se rendre compte de ça, mais malheureusement, la vapeur c'est encombrant, les sièges arrière sont bloqués, ça demande beaucoup de matière. Ouais, ça fait de la fumée. Voilà, et c'est pas assez régulier. Donc on va chercher une autre solution. Cette solution, elle va venir avec le moteur à essence. Et le moteur à essence, c'est une voiture que vous avez derrière vous, France. C'est la première voiture qui a été produite en série en France. C'est une Panhard Levasseur, 2 ingénieurs français qui la mettent au point à partir d'un moteur allemand fait par Gottfried Daimler, qu'ils ont vu circuler à l'exposition universelle de 1889. Cette pionnière-là, évidemment, elle va être renforcée par d'autres petites voitures. Par exemple, là-haut, c'est une voiturette Louis Renault de 1898. Un Louis Renault, c'est un peu l'autodidacte de la mécanique française. Et il a une idée de génie. Il fait une boîte de vitesse à prise directe et ça va permettre d'accélérer la voiture et d'atteindre 50 km/h avec régularité et de remporter des courses de vitesse, ce qui va lui permettre d'obtenir des commandes. Donc ça, ce sont les pionnières, celles qui ont fait de la France un grand pays de l'automobile, de l'industrie automobile, puisqu'on commence déjà à produire en série. Et puis vient ensuite une deuxième étape dans laquelle la voiture va adhérer totalement à la population française, puisque c'est le moment où la voiture devient populaire. Alors, quelques voitures très populaires. La première vraiment de masse, hein, c'est la 4 chevaux. Cette voiture bleue. De mes parents. Voilà, cette voiture bleue que vous avez derrière vous. Ma première voiture. À moi. Ah, 1947, donc elle se développe. Certaines mauvaises langues disent qu'elle a été faite sur le modèle de la Volkswagen allemande, que Ferdinand Porsche aurait aidé à sa mise au point, mais on va dire quand même que ça appartient à notre élan national. Et puis deuxième voiture, la suite de la 4 chevaux, la 4L. Ils l'ont eu aussi. Alors modèle Moi extraordinaire. aussi, Voilà, 30 ans de règne de cette voiture des années 60 aux années 90, 8 millions d'exemplaires vendus au monde, c'était un record. Et puis dernière voiture très populaire, celle dont je crois, France, que vous avez été propriétaire. Oui, jaune, de la même. C'était ma première voiture. La 2 chevaux. Alors la 2 chevaux, c'est un peu la concurrente de Citroën par rapport à la 4L, grande voiture populaire qui s'arrête aussi au début des années 90. Et puis quand même, pour la bonne bouche et pour le plaisir de se rappeler de ce qu'est notre passion automobile, 3 voitures de légende. D'abord, la Delahaye, une Delahaye 1937, modèle 135, voiture de concours d'élégance, vous voyez d'ailleurs, une femme juste à ses côtés. Elle remporte les concours d'élégance. Pas démodée. Pas démodée et surtout, elle s'exporte. C'est la voiture d'exportation française. Deuxième voiture de légende, presque mise au point à la même époque, mais très innovante du point de vue technologique, la traction avant. La traction avant, voiture de légende. Pourquoi? Très importante parce qu'elle est tractée, donc elle passe par les roues avant, elle n'est pas propulsée par les roues arrière, comme c'était le cas pour beaucoup de voitures françaises. Et puis c'est la voiture, rappelez-vous, de la Gestapo française, mais aussi la voiture des FFI, la voiture du gang des tractions avant, donc la voiture vraiment dans l'histoire. Et puis la troisième, l'autre voiture de légende, véritablement, c'est la DS. La plus belle. Alors on a tous en tête la DS noire du général de Gaulle, mais la DS, c'est une voiture très chère, comparativement à la 4 chevaux. À la 4 chevaux, c'était 300 000 francs. La traction avant, c'était 600 000 francs. La DS, c'est 900 000 francs, alors francs anciens, bien sûr, alors qu'un ouvrier à l'époque en gagnait 6 500 par mois. Donc une voiture de la grandeur, une voiture presque de chef d'État. Et toutes ces voitures, à mes yeux, elles composent véritablement la base de notre passion amoureuse pour l'automobile. Et je pense que cette histoire d'amour, elle ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est une passion qui doit durer. Non, ça c'est sûr, Fabrice. Merci. En tout cas, on en a plein les yeux. Mais comment on en est arrivé là, Louis Gallois? Je pense que il y a d'abord une crise de l'automobile qui est européenne. Le marché européen se régresse actuellement et les constructeurs qui sont très présents sur le marché européen souffrent. C'est le cas de Renault et c'est le cas de PSA. Mais ce que je crois qui est important, c'est qu'on regarde comment on fait maintenant pour sauvegarder ce que vous dites et développer cette magnifique industrie qui est un fleuron en France et pour lequel nous avons toutes les technologies. Il ne faut pas désespérer de l'automobile, nous avons toutes les technologies. Alors comment s'est passée cette dégringolade? On va le voir tout de suite en images. Il reste aujourd'hui 2 constructeurs automobiles français. PSA Peugeot Citroën, 81 000 emplois sur 6 sites principaux, et Renault-Nissan, 45 000 emplois sur 5 sites principaux. De 1997 à 2001, les immatriculations des constructeurs français progressent de plus de 40%.
Mais à partir de 2002, les ventes commencent à fléchir. En 2009, les incitations à l'achat avec la prime du bonus-malus pour les véhicules moins polluants relancent les ventes. En 2010 et 2011, les immatriculations sont à nouveau soutenues par l'État avec une nouvelle mesure, la prime à la casse. Mais fin 2011, la prime est supprimée. Il n'y a plus rien pour soutenir le marché et les ventes s'écroulent. La chute est vertigineuse en 2012, moins 19% en un an, la pire année depuis 1997. L'été dernier, PSA Peugeot Citroën annonce la suppression de 11 000 emplois, soit 10% de ses effectifs, et la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois d'ici 2014. Début 2013, c'est Renault-Nissan qui prévoit la suppression de 7 500 emplois sur les 3 ans à venir, soit environ 17% de ses effectifs. Et si les ventes continuent à chuter, c'est la question d'une industrie automobile en France qui pourrait être posée. Alors on va continuer à parler de l'automobile avec les invités qui viennent de nous rejoindre. Après Louis Gallois, l'auteur du célèbre rapport sur la compétitivité, Philippe de Sertine qui est directeur de l'Institut de la haute finance, Louis Schweitzer qui a été longtemps le patron de Renault et qui est aujourd'hui président d'Initiative France qui aide les entreprises à se créer, Julia bien entendu qui était là dès le départ, et puis Agnès Benassi-Kéré qui est la présidente déléguée du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, et puis enfin l'un des dirigeants de la CFDT chargé particulièrement de l'industrie, Patrick Pierron. Alors la question qu'on peut se poser, on va la poser à vous, Louis Schweitzer, donc qui avait présidé au décidé de Renault pendant très longtemps. Aujourd'hui, depuis 2007, on constate quelque chose d'effrayant et qui ne change pas, contrairement à ce qui se passait d'habitude, c'est moins 20%. Le marché automobile a baissé de moins 20% et ça ne remonte pas. Il y a des chances que ça remonte un jour ? Je pense qu'un jour, ça remontera. Les voitures vivent de plus en plus longtemps, donc le parc automobile croît, mais les ventes chaque année, tendanciellement, décroissent légèrement. Une chute de 20%, en revanche, ça donne lieu à un rétablissement. Cette chute, elle est l'effet de mesures de soutien artificiel, et bien sûr, après le soutien artificiel, il y a une chute brutale. Les primes, les bonus, enfin toutes ces choses qu'on a faites pour les primes à la casse, etc. Toutes ces mesures, ça permet de passer un mauvais moment. Mais si ça s'arrête et que le moment ne devient pas bon, ça accroît la chute qui suit. Et c'est ce qui se passe. Comme on l'a dit, il y a déjà eu une chute similaire en 1997. Depuis, le marché s'est redressé. Je pense qu'il se redressera. Alors, est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par les industriels français, en dehors de tout ce qu'on peut raconter, ce que nous dit M. Gallois sur la compétitivité, des mauvais créneaux, des mauvais choix? Il y a deux choses. Il y a des constructeurs spécialistes qui font des voitures chères. Ce n'est pas le créneau de Renault, de PSA ou de Volkswagen qui sont ce qu'on appelle des constructeurs généralistes. Et quand on est un constructeur généraliste, bien sûr, il faut être compétitif sur l'innovation, sur la qualité. Et je crois que Renault, comme PSA, est compétitif en matière d'innovation, de qualité et de prix vis-à-vis de Volkswagen. On a vis-à-vis des Allemands un handicap d'image. Au fond, la même montre fabriquée en Suisse se vend mieux que la même montre fabriquée en France. Mais pour l'automobile, c'est un peu similaire. Alors pourquoi les Allemands nous taillent-ils des croupières, enfin en tout cas dans le domaine automobile, on va voir ça en images. Ce schéma compare la production automobile en Allemagne et en France. En rouge, la production allemande, en blanc, les voitures françaises. Jusqu'aux années 90, la production des voitures françaises augmente régulièrement. Elle commence à décroître dans les années 2000, ce qui n'est pas très étonnant puisque les ventes diminuent durant la même période partout en Europe. En revanche, la production automobile allemande ne cesse de progresser. Et l'écart avec le voisin français se creuse de manière spectaculaire, au point qu'en 2010, on fabrique 3 fois plus de voitures en Allemagne qu'en France. Comment on en est arrivé là, hein? C'est ça la question qu'on se pose. Oui, mais c'est vraiment la question fondamentale parce que là, on voit quoi? On voit qu'on peut fabriquer des voitures en Europe, on voit qu'on peut vendre des voitures en Europe, y compris en période de crise, parce que l'Allemagne, on voit qu'elle progresse dans cette période-là. Malgré la crise. Ouais. Malgré la crise. Et on voit d'ailleurs que pendant la crise, les gens dans l'industrie automobile allemande sont de mieux en mieux payés, sont de plus en plus nombreux. Donc ça n'est pas une fatalité. Et je crois que ça, c'est vraiment l'élément fondamental qu'on doit bien retenir, c'est qu'il n'est pas fatal que l'automobile ne soit plus produite en Europe. Oui, c'est possible. Les Allemands nous le prouvent et nous prouvent qu'il peut y avoir des méthodes à mettre en œuvre qui ne sont pas des méthodes
méthode miracle. C'est un bon slogan pour l'émission d'ailleurs. Il n'y a pas de fatalité de la désindustrialisation. Vous êtes d'accord, Patrick Piron? Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai envie de dire que si la France et l'Europe, plus largement, reprend une politique offensive, claire, qui donne un cap et des priorités sur les secteurs stratégiques, l'industrie française et européenne peut largement relever le défi de la mondialisation. Moi, ce qui me frappe, quand vous voyez à la télé une pub entre Renault et une pub de Volkswagen, c'est que la pub de Volkswagen, elle se fait en allemand, donc c'est important, et elle se fait sur la qualité et l'épaisseur de la carrosserie. Mais à travers ça, c'est quoi? C'est que je pense que l'industrie allemande, elle a en permanence une recherche d'innovation pour améliorer son produit existant, et pas que de la recherche pour le nouveau produit, on n'a pas forcément le réflexe en France. Comme je pense qu'il y a une culture de coopération en Allemagne entre industriels, banques, qui amène une fierté nationale de leur industrie, alors que cette culture de coopération... Elles vendent l'Allemagne. Elles vendent l'Allemagne, elles vendent leurs produits, elles en sont fières de leur entreprise. Je pense qu'en France, on a à acquérir une culture de coopération, et c'est mis aussi dans le rapport gallois, parce que si on veut améliorer et on veut redresser l'industrie en France et en Europe, il faut qu'on pose le bon diagnostic et qu'on le partage. En Allemagne, il y a une structure de filière automobile qui n'existe pas en France, et c'est une faiblesse de l'industrie française. Il y a par ailleurs, je dirais, de la part des industriels allemands, mais depuis 100 ans, une préférence pour la base de production allemande, une culture de la base de production allemande qui n'existe pas de la même façon en France. Les Français ont toujours produit sur les lieux de vente. Les Allemands ont toujours, comme les Japonais d'ailleurs, cherché à exporter des produits faits chez eux. Vous voulez dire qu'on est un peu moins patriote? On n'a pas tout à fait la même culture? On n'a pas la même culture, je le redis. On voit la première usine à l'étranger de Renault, c'est avant 14. La première usine à l'étranger de Volkswagen, c'est après 1980, si j'accepte quelques usines de montage à l'étranger. C'est une approche totalement différente de l'industrie. Philippe de Sertine. Mais je crois quand même que ce qui est intéressant dans le cas allemand, puisqu'on est en train de regarder l'industrie allemande, qui est évidemment le grand modèle européen, c'est justement cette idée de la qualité. Je crois que quand tout à l'heure on évoquait la qualité, il faut rappeler ces anecdotes incroyables. Dans les années 70, par exemple, les Anglais voulaient freiner le développement des produits allemands en Angleterre. Et ils ont imposé qu'il y ait marqué Made in Germany. Eh bien, Made in Germany, ça a été épouvantable parce que ça a donné lieu à une augmentation énorme des ventes en Angleterre. À laver, tous ces produits-là, tout le monde disait je veux des Made in Germany parce que c'est de bonne qualité. Je crois que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir d'une bonne industrie, c'est pas forcément du low cost. C'est pas forcément de la basse qualité, c'est même peut-être l'inverse. Et ça, ce pari allemand, il est intéressant parce qu'on voit que, évidemment, il porte, attention, il porte longtemps peut-être après, c'est-à-dire ça met du temps avant que l'idée qu'un produit soit de bonne qualité est associée à un pays. Je pense que comme on n'a pas fait le choix du haut de gamme, clairement, dans beaucoup de produits industriels, on est coincé entre la qualité allemande, c'est pour donner un peu l'image, et les pays low cost, et notamment les voitures coréennes ou des voitures comme ça. Et donc, on est coincé entre les deux, et on n'a qu'un choix. Soit on monte en gamme, et c'est ce qu'on veut comme compétitivité en France et en Europe, soit on essaye de dire que c'est le coût du travail, et là, on essaye de rapatrier le bas de gamme, mais c'est impossible. La société française n'acceptera jamais de redescendre de son niveau de vie, de perdre du pouvoir d'achat pour s'aligner sur les pays bas de gamme. Donc il n'y a qu'une solution, c'est que nos industriels, ils innovent, ils investissent, ils forment leurs salariés, ils montent en qualification et ils font du haut de gamme. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord sur cet élément. Je crois que l'Allemagne, c'est 3 éléments. C'est la qualité, c'est la coopération, on travaille ensemble, il y a des filières industrielles, les banques travaillent avec l'industrie. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec la France, c'est-à-dire nous on a des rapports hiérarchiques, et eux ils se parlent entre eux, les universités, l'État, les syndicats. Absolument. Nous travaillons par silos, eux ils travaillent ensemble, et le troisième élément, c'est un dialogue social complètement différent en Allemagne et en France. Et ce dialogue social, il est orienté à la fois vers la création de richesses où il y a un consensus, et le partage de cette richesse sur lequel il y a débat et parfois conflit. Entre la France et l'Allemagne, par exemple, pendant la crise, ça dépasse l'automobile. On voit que la courbe de la formation des salariés, elle monte en Allemagne, elle descend en France. Oui. On voit que les investissements dans la recherche et l'innovation montent en Allemagne, parce qu'ils investissent alors que c'est la crise. Nous, on run les budgets recherche et innovation dans les entreprises. C'est ça la réalité. Donc, sur ce point, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on parle de qualité, c'est aussi comment on investit l'argent et la transparence
la transparence qu'on y fait. Le dernier point que je voudrais dire, et qui manque dans les 3 points de M. Gallois que je partage, c'est les politiques publiques. La politique de la prime à la casse. Moi, je pense qu'elle a favorisé les voitures bas de gamme, et pas les voitures de qualité, haut de gamme ou moyenne gamme ou supérieure. On les arrête, c'est artificiel, on se retrouve avec des voitures bas de gamme qui ne se vendent plus et on n'a toujours pas vendu les grandes gammes. Et quand on a, par exemple, sur les politiques publiques, des politiques qui soutiennent les bas salaires, qui paraissent généreux, puisqu'on dit on soutient les bas salaires. Mais quand on voit qu'un des fléaux de la compétitivité de la France, c'est son taux de chômage, quand même, et c'est que le fait qu'un salarié reste en moyenne 10 ans au SMIC. Pourquoi il reste au SMIC? Parce qu'un employeur qui se dit moi j'ai un salarié au SMIC, je suis exonéré de mes charges sociales, et donc il me coûte moins cher que si je le forme, je le qualifie, j'augmente son salaire, je perds son exonération, et donc je préfère le garder au SMIC. Et ça, c'est un vrai mal français. Et donc là, à travers ces 2 politiques publiques, on voit que ces 2 politiques publiques qui paraissent généreuses, qui sont tournées vers la consommation, mais qui sont un handicap pour la compétitivité.